Patrick Pénaud, bonjour. Bonjour. Alors, le grand journaliste qu'on entend sur pas mal de supports et le grand écrivain, journaliste qui a écrit un livre il y a de ça quelques années, des décennies même, avec Philippe Alfonsi. En 73, je crois. Ah ouais. Ou 74. Alors, c'est réédité dernièrement et c'est aux éditions de Boré. Oui, bon, oui. Et le titre, c'est L'œil du sorcier, une histoire d'envoûtement aujourd'hui en France. Coécrit donc avec Philippe Alfonsi, qui est un autre journaliste, on est Ouais, d'accord. non, parce que à l'origine, j'ai fait un film pour la télé. Un long documentaire, un documentaire d'1 heure, qui m'avait été commandé. Là, à l'époque, j'étais grand reporter sur la première chaîne, sous la direction de Pierre Desgroupes. Ça ne rajeunit pas, ça. Donc, Et Pierre Dumayet, qui est un excellent ami, m'avait commandé, donc il avait une idée comme ça, il voulait faire quelque chose sur la sorcellerie en France. Et alors, je suis parti, comme ça, dans nos joyeuses provinces. Alors, je suis allé dans le sud-est, sud-ouest, du côté en Occitanie. J'ai découvert des choses, mais pas convaincu. Puis après, je suis allé en Normandie, où mon ami, dans le Cotentin, où mon ami Gilles Perrault m'a guidé un peu, puis j'ai découvert aussi des choses assez amusantes. Quelle chose, parce que... Ça tenait surtout, comment dirais-je, aux histoires de guérison, aux toucheuses. Aux toucheuses, c'est pas vrai. Il y avait une petite lanterne rouge. En Normandie, c'était les toucheuses. Alors, c'était formidable parce qu'en Normandie, là, il y avait, dans le Cotentin, ou par ailleurs, dans les villages où je suis allé, on avait beaucoup abusé du Calvados. Donc il y avait pas mal de gens un peu bancroches, en fait. Alors, justement, quand les gens étaient malades, ils allaient voir cette toucheuse. Alors en gros, je me souviens plus des noms exacts, mais enfin, il y avait 6-7 maladies. Hein. Alors, je me souviens du feu de Saint-Laurent, alors ça c'était grave parce qu'on avait des boutons, quelquefois en forme de croix. Enfin, il y avait le crochu, alors c'est quand on marchait, on marchait complètement courbé, comme on voyait autrefois les campagnes, là, les vieux. Ça c'était le crochu, ça. Mais ça c'était des embêtements de naissance, des maladies liées à l'alcool ou non? Non, ça arrivait comme ça tombait. C'est de l'arthrose, je crois. Ah oui, ça vous tombe dessus comme ça, d'accord. Voilà, donc à ce moment-là, la toucheuse disait, ben voilà, il faut faire... une sorte de pèlerinage. Alors vous allez à tel endroit où il y a une fontaine ou une chapelle, etc. Et puis s'il y a de l'eau, vous ferez vos ablutions, je ne sais quoi, puis vous continuerez, etc. Puis au bout de 7 endroits comme ça, vous serez guéri. Voilà, ça c'était les toucheuses. Et ça marchait, ça a été cool. Ça marchait, les gens y croyaient. C'est l'essentiel. Hein. S'ils ne meurent pas dans le pèlerinage jusqu'à la 16e ou 7e lieu, voilà, ils vont mieux. Bon, tout ça m'a semblé très intéressant. Mais un peu léger dans ces régions-là. Ça se limitait à ça. Mais par contre, je me suis attardé dans le Berry. Et là, en fouillant un peu, et fouillant beaucoup même, donc j'ai découvert des pratiques assez de la vraie sorcellerie. Voilà. C'est-à-dire, sorcellerie où on jette un sort et où on fait appel à un leveur de sorts pour mais quelquefois les deux sont les mêmes. Donc, parce que qui sait lever un sort, c'est forcément en jeter un. C'est ce qu'on retrouve dans le livre aussi, c'est-à-dire que guérisseur ou sorcier, même combat, quoi. Hein. Exactement. Il n'y a pas la distinction entre les deux est parfaitement hypocrite. Donc là, j'ai séjourné longuement dans le Berry, tout près, pas loin de chez Georges Sand d'ailleurs. Hein. À la Châtre, donc. La Châtre, Lignières, le Châtelet. Alors, pour le film, donc assez rapidement, j'ai trouvé des personnages assez intéressants, sauf que on avait été avec ce Dion, parce que j'avais une équipe avec moi. Hein. Oui, leur caméra, preneur de son, tout ça. Oui. Là, sauf qu'on avait été un peu voyous, c'est-à-dire qu'on avait filmé des gens en caméra cachée. Non, sans leur dire. Sans leur dire. Et sans leur faire signer une autorisation d'image. Ben oui, donc quand je suis revenu à Paris, où c'était... on a fait le montage du film, un assez beau film, hein. Mais Dumayet m'a dit, dis donc, Coco, t'as les autorisations là pour passer j'ai dit, ouais, pas vraiment, quoi. Bon, okay. Donc je suis retourné dans le Berry. Et je suis allé voir ces braves gens en disant, vous savez, l'autre fois, on s'est vu, on a bavardé, vous vous souvenez, sur le bord de la route, là. Mais en fait, j'avais une caméra, mais je voulais pas vous la montrer pour pas vous effrayer. Enfin, bon. Ouais. Mais j'en ai eu 3 sur 4. Bon, parfait. Voilà. Donc, voilà. Ils sont d'accord pour communiquer sur leurs coutumes. Oui, sur leur malheur, parce que c'est ça, c'est des gens, enfin les gens que j'ai rencontrés, je parle pas des jeteurs, leveurs de sorts, mais des gens qui se sentaient victimes, que c'était des gens malheureux. Malheureux des gens, psychologiquement ?
psychologiquement. Mais c'est toutes les classes, hein. C'est pas uniquement ouvrier ou... Oui. Donc après, on diffuse ce film qui s'appelait, je ne sais plus, Sorcier de village ou quelque chose comme Je crois que ça. c'était L'île aux enfants, dites donc. Et Grand succès. oui, bien sûr, oui. Ah oui, surtout qu'à l'époque, il y avait 2 chaînes. Hein. Oui. Donc après, j'ai reçu un courrier de vedettes, mais de gens essentiellement qui me demandaient, voilà, je suis envoûté, quel conseil pouvez-vous me donner? Enfin bref. Et comme j'avais déjà écrit un bouquin avec mon camarade Alfonsi, j'ai dit, écoute, voilà, là on a la matière formidable d'un bouquin, et c'est comme ça qu'on a... Que est sorti L'œil du sorcier. Voilà. D'une façon romancée. Oui, ça c'est autre chose. Mais d'abord on est allé voir les gens qui m'avaient écrit, certains. On a vu des choses assez très étonnantes. Ah, il faut développer, la Patrick Penaud. Par exemple, on va chez un brave pépiniériste de la région de Tours qui disait dans sa lettre ma belle-mère, ça va pas du tout, elle est envoûtée, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire quelque chose ou à m'envoyer quelqu'un? Parce que tout c'était ça. Hein. Donc avec Alfonsi, une fin d'après-midi, on débarque chez ce brave homme qu'on trouve sous son hangar. Tout un peu bizarre, tout un peu agité. Enfin, il riait comme ça. Bon, c'est quelqu'un de gai. Après, il nous fait rentrer chez lui. Il y avait une vieille femme, effectivement, dans le fond. On s'est dit, ça va être sale. Bon, enfin, peu importe. Et puis, on commence à parler. Et il s'arrêtait au milieu d'une phrase et il miaulait. Ou il aboyait. Ou il poussait un cri d'oiseau. Et tout en nous disant, mais c'est la belle-mère là-bas qui va pas bien. Hein. Alors c'était tout à fait... On a été... moi j'ai tenu mon sérieux parce que c'est difficile. En même temps, on savait que ce type était malheureux, quoi, qu'il avait... quelques petits problèmes. Oui. Ouais, oui. C'est du genre, aller dans la grange parce que... exactement, Ah, oui. exactement. Mon camarade Alfonsi, lâchement, m'a abandonné parce qu'il pouvait plus, il tenait plus. Alors, il est allé fumer sa pipe à l'extérieur. Et tout seul face à cet énergumène, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je sais, on ne savait pas trop comment réagir. Enfin, en même temps, c'était spectaculaire, mais on ne savait pas trop que lui dire. Moi, dans ma première expérience pour le film, j'avais rencontré un curé exorciste, moi qui suis parfaitement athée. Mais j'avais vu que ça produisait des résultats. Bon, pourquoi pas hein, tant que ça fonctionne. Oui, parce qu'il avait une certaine autorité, comme ça, il avait la force du verbe. Ouais. C'est impressionnant d'une église déserte, les portes ouvertes, parce qu'il faut toujours que les portes soient ouvertes. Et puis la pénitente ou le pénitent devant qu'on absorbe, enfin qu'on inonde d'eau bénite et à qui on remet du sel béni, enfin tout ça. Donc, moi je l'ai vécu, ça, je l'ai vu. Hein, donc c'est assez, pour le type qui va pas bien, c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'étais obligé de lui envoyer des gens parce que qu'est-ce que je dise moi? Oui. Ou c'est le psychiatre ou c'est le curé. Et puis, bon, pourquoi pas. Hein. Il y a eu des retours après avec les gens qui vous demandaient au secours, ça va pas, aidez-moi à vous l'envoyer chez le curé. Est-ce qu'après ils vous ont écrit en disant ça va mieux, je suis désenvoûté? Oui, il y en a qui l'ont dit. Ouais, il y en a qui l'ont dit. Ça marche mieux. Mais j'ai vu des cas extrêmement curieux. Par exemple, il y avait une brave bourgeoise du 16e qui était chef de laboratoire dans je ne sais plus quel hôpital parisien. Bon, oui. Elle était intelligente. Et elle, son problème, c'est que elle était en train de travailler à son laboratoire, elle était en train d'écrire. Et d'un seul coup, son écriture déraillait et elle écrivait des insanités, et des ordures sur son... C'est-à-dire qu'elle était plus maître d'elle-même. Voilà, elle était persuadée d'être ensorcelée par Allan Kardec, le maître... le méchant Allan Kardec qui mettrait des gros mots. Voilà, qui s'appelle Léon Hippolyte Rivail. Ouais, alors elle, je l'avais envoyée chez le curé que je connaissais, là. Je crois que ça n'a pas donné de grands résultats. C'est des cas de schizophrénie, donc, finalement? Je ne sais pas, moi je ne suis pas psychiatre, je suis très réservé devant les psychiatres qui mettent les gens dans des cases comme ça. Enfin bon, autre chose. Mais, en tout cas, je sais pas, où elle était maniaco-dépressive, enfin, peu importe. Mais c'était étonnant parce que c'est cette femme qui d'un seul coup se transformait en...
Ouais, c'est quelque chose quand même, parce que dans le livre, on plonge dans les coutumes ancestrales de la sorcellerie. Voilà. Pendant le Berry, ça y va, et que je te jette un sort, et puis que je t'en renvoie un autre. Bon, mais on peut peut-être croire aux esprits, même si on est athée, non? Est-ce que finalement, même les Américains ont fait des recherches et ils ont dit que finalement, les ondes hyperactives à haute fréquence pourraient, si par exemple on veut du mal à quelqu'un, eh bien cette onde-là pourrait être perçue d'une façon Oui, mais ça, non moi, formelle. Je suis pas allé jusque-là. Moi. Ouais. Non. Vous n'avez pas posé la Donc question? après, je continue mon histoire. Donc après, on se dit que vraiment le cœur de notre sujet, c'est le Berry. Eh oui. Voilà. Donc on est allé, on a passé plusieurs périodes assez longues dans le Berry. Donc là, comme je vous disais, on a remonté les fils, on a... Vous avez revu les gars du documentaire. Voilà, et puis on a à chaque fois approfondi. Et on est tombé sur un des personnages que j'avais déjà rencontré, mais qui était le seul qui m'avait refusé d'ailleurs de diffuser son interview clandestine, enfin son interview volée. C'était un vétérinaire. Le vétérinaire, il n'avait pas un tube en verre. Hein. Non. Vous connaissez la chanson, je ne vais pas aller plus loin. D'accord. Alors, c'est l'histoire, dans le livre, de ce pauvre vétérinaire. Voilà. Et un vétérinaire avec lequel j'ai sympathisé, et Alfonsi aussi. C'est son histoire qu'on raconte dans ce livre, mais on y a ajouté, mais sans tricher, hein, on y a ajouté quelques histoires parallèles qui sont toutes vraies, mais qui ne sont pas forcément arrivées, qui n'ont pas touché directement ce vétérinaire. D'accord. Et puis Mais le nom des personnages, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que la grogne, ça n'existe pas, la grogne. Non, on l'a inventé. Bah oui, on ne pouvait pas. Par décence et pour protéger cet homme, ce vétérinaire qui existait vraiment, on ne pouvait pas lui donner son nom véritable. Comme pour le curé exorciste, comme pour les autres témoignages. Le curé exorciste, il est assez transparent. Hein. Mais alors, ça date des années 73, donc. Voilà. 73, 74. Je ne dis pas la fin du livre, mais c'est un livre en noir et blanc. C'est-à-dire que ce n'est pas d'une gaieté folle non plus qui arrive à ce pauvre vétérinaire. Oui, et puis je suis sûr, enfin, moi, c'est vrai que ça a 40 ans, mais je suis sûr que si on allait là-bas... D'ailleurs, moi, j'y suis retourné, mais tout à fait par hasard, hein, pour l'occasion d'un salon du livre ou je ne sais quoi. Il y avait des gens qui sont venus me voir et qui avaient, eux, parfaitement décrypté, démasqué les personnages et qui m'ont laissé entendre que tout ça était encore d'actualité, quoi. Et c'est parce qu'il nous a semblé extraordinairement romanesque, entre guillemets, hein, c'est que ce soit tombé chez un personnage comme celui-là, c'est-à-dire... cartésien. Oui, très cartésien, intelligent, hein, très intelligent, et qui, d'un seul coup, mis en doute dans sa profession, hein, par une guérisseuse, une simple guérisseuse normande, d'un seul coup va plonger dans l'irrationnel. Il va y croire. Et l'irrationnel va le conduire aux pires folies, hein, aux pires folies qu'on a du mal même à imaginer. Et pourtant, parce que ce personnage scientifique a été ébranlé. Et ébranlé, d'un seul coup, tout va se fissurer. Et ça va conduire au pire. Hein. Au pire. Alors, justement, c'est le moment de faire une synthèse. Je ne rentre pas profondément dans le livre, bravo, hein, c'est un très beau travail, c'est très bien de l'avoir réédité ainsi. Mais alors, on est athée, d'accord. Les esprits, ça n'existe pas, d'accord. Mais comment un cartésien comme ce vétérinaire, qui s'aperçoit qu'une pseudo-guérisseuse, qui n'est peut-être pas guérisseuse, d'accord, arrive à soigner ses animaux avec quelques petites prières, quelques passes magnétiques, alors que les animaux, bon, on ne peut pas dire que c'est un réflexe, une suggestion, une subjectivité, quoi. Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de se faire soigner. Donc comment ça peut marcher finalement ? Est-ce que cette sorcellerie n'est que du vent, que croyance, et si on y croit, on tombe dedans, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Donc moi, je suis resté très rationnel. À ce moment, moi, je dis, c'est un principe fondamental, je dis, la sorcellerie existe parce qu'on y croit. Ça, c'est fondamental, c'est parce qu'on va apporter la preuve à quelqu'un qu'il est ensorcelé, une preuve matérielle. Qui tombe dedans et qui se fait avoir. Et ça va conduire très vite à des états proches de la folie ou de la névrose. D'accord, mais pour les animaux ? Alors, les animaux, c'est autre chose. C'est parce que ce vétérinaire, pour revenir à lui, il y a un brave paysan qui appelle ce vétérinaire et qui lui dit, voilà, ma vache est malade, elle va crever, ou je ne sais quoi. Lui, il n'arrive pas à la guérir. Et lui, il dit,
Parce que c'est un scientifique, il dit, je sais pas s'il lui fait passer une radiographie à l'époque, je ne sais pas. Enfin, il dit, c'est simple, c'est parce qu'elle a bouffé, en ruminant, elle a bouffé un corps étranger qui a touché la plèvre. Enfin bon, je me souviens plus des détails exacts, mais Elle va y passer. il n'y a rien à faire. Malgré ses 4 estomacs, elle va y passer. Voilà, et il y a une guérisseuse qui passe derrière et qui, d'après le paysan, sauve la vache. D'après le paysan. Bah oui, parce que bon... Là, vous avez encore des doutes, c'est ça? Non, mais bon. Elle se l'est jouée magicienne, elle a fait un truc comme ça qu'on n'a pas vu? Non, mais le problème, le problème des guérisseurs, c'est très simple. C'est qu'un guérisseur, il lui suffit de guérir un patient sur 100. Pour avoir la meilleure des pubs, bien sûr. Tandis qu'un médecin... Il suffit d'en tuer un pour avoir la meilleure des catastrophes. Exactement. Donc, alors, la guérisseuse, elle a dit, mon vieux, je vais te sauver ton bestiau, et elle lui a sauvé son bestiau. Donc c'est juste le hasard? J'en sais rien. Donc on n'écrit pas 480 pages pour dire qu'on n'en sait rien sur la C'est le sorcellerie. vétérinaire qui m'a raconté ça. Oui, mais la sorcellerie, alors c'est que du vent, c'est que de la croyance. C'est ça, je reviens là-dessus. C'est Moi, ça? je crois que c'est ça. Mais bon. Vous avez pas fait... J'ai été. Wow. Il y a un seul truc qui m'a interpellé, comme on dit aujourd'hui. C'est un brave mec, un brave paysan du sud de Berry, ou même du nord Limousin, comme on veut. Ou de la Creuse, non, Creusois. Alors lui, je l'ai vu sous mes yeux, là. Lui, il prenait un morceau de bidoche dans ses mains, comme ça. Ouais. Et en quelques minutes, la viande était cuite. Cuite? Cuite et même desséchée. Momifiée alors? Ouais. Oui, comme les grands magnétiseurs. Moi, je l'ai gardé pendant il m'a donné un morceau de bidoche que j'ai gardé pendant des années et des années. C'est pas vrai, c'est très joli chez vous. Hein. Imputrescible. Ah oui, donc il momifiait pour savoir si on a beaucoup de magnétisme dans certains livres. Il y a marqué, voilà, prenez un petit morceau de viande et puis touchez. Eh ben oui alors. Ça je l'ai. Bon et. Il n'a pas fait un tour de passe-passe. Je sais que oui, ça j'aurais peut-être pas vu, mais à ma connaissance, il n'a pas fait de tour de passe-passe. Quel était le morceau de viande? Il était de quelle taille? C'était un petit morceau de beefsteak, je sais pas, de 7-8 cm, quoi. Un petit pavé. Ouais. Ah oui. Pas très épais. Ouais. Et alors donc 2 secondes dans les mains, entouré par... non, plusieurs secondes quand même. Il faisait une prière pendant qu'on y est... non. J'ai pas vu. Hein. Il tournait autour d'un tipi. Non, j'ai pas vu. Non, c'était un brave et vieux paysan. Et donc il se présentait comme magnétiseur guérisseur, je suppose? Guérisseur, bien sûr. Ouais. Et il avait une grosse clientèle. J'imagine, oui, donc en faisant des tours de passe-passe comme oui, ça. Oui. Alors ça vous a scotché? Le bout de viande sec, oui, là? Parce que là, j'avais pas d'explication rationnelle immédiate. Peut-être qu'un savant aurait pu me dire, peut-être que, etc. Puis je l'ai vu, quoi. J'ai pas... Et vous l'avez gardé plusieurs années chez vous? Ouais. Mais bon, pour le reste, on a fréquenté, Alfonsi et moi, pas mal de jeteurs, leveurs de sorts. Et je vous ai dit que pour moi, c'était la même chose. Ouais. Et on a eu une expérience très curieuse. Un jour, on va chez là aussi, c'est un paysan, mais... de base. De base, hein, qui est dans une petite aisance, mais au milieu d'une cour avec les poules, tout ça. Donc c'était très sympa. Et on commence à parler, et puis il s'intéresse à Alfonsi. Et il commence à parler de sa vie, la vie d'Alfonsi. Hein. Il commence à balancer toute de la vie d'Alfonsi. Donc de la voyance. Et oui, et Alfonsi, après cet entretien-là, alors qu'on retournait vers la voiture, il me dit, dis donc, il est étonnant ce mec. J'ai simplement faire remarquer à mon camarade que l'autre l'avait interviewé si intelligemment qu'il lui avait extorqué la plupart de ce que... Voilà. Donc c'est Alfonsi qui donnait les réponses sur un plateau sans s'en rendre compte. Voilà. Pas tout, mais il en donnait suffisamment pour que l'autre s'appuie sur ce qu'il y a. Et le gars de la ferme, il faisait ça sciemment. C'était son petit truc, ça l'amusait? Vous croyez qu'il le faisait sciemment? Oui, il était malin. C'était un malin qui nous vendait 3 œufs pour le 12, hein, c'est ça? Non, c'était un malin. Non, il n'essayait pas d'escroquer les gens, mais c'était un malin. Ah, au fait, Patrick Penaud, vous me parlez de malin. Donc, si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas au diable. Non. Et même dans le bouquin, il y a marqué que la sorcellerie n'est pas forcément associée au diable. Ce sont des coutumes, des connaissances, des grimoires qui se passent de main en main. Enfin, voilà. Et que le diable, finalement, on n'a pas besoin de lui pour se jeter des sorts et se faire du mal. Exactement. Il suffit de... Non. Il suffit de l'esprit humain. Il suffit d'être homme méchant, à mon avis. Et alors, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Donc, c'est l'âme humaine. C'est la méchanceté. Regardez le cas de ce vétérinaire-là. Donc, qui a été ébranlé,
qui va ensuite tomber sous la coupe de gens méchants, mais qu'il a provoqué lui-même, parce qu'il a un but de lui-même, ouais, il est arrogant, etc. Et les paysans de ses voisins immédiats là, vont se dire, celui-là... hein, on va le calmer. Voilà. Et comme il a été ébranlé, comme son être scientifique s'est fissuré, ils vont lui faire croire, en déposant devant sa porte des crapauds, Oui, mais etc. ils y croient tous, ils le font en de Oui, bonne c'est foi, ça, si je c'est puis ça dire. l'ambiguïté. Oui. C'est ça l'ambiguïté. Mais en tout cas, ils vont lui faire croire qu'il est envoûté. Et quand on tombe dedans, bah, on est dedans. Voilà, exactement. Très belle Donc, phrase que je vais noter prochainement. Quand on tombe dedans, on est dedans. Exactement. Mais donc, il ne faut pas croire à la sorcellerie. Dans ces cas-là, elle n'existe pas. Moi, j'ai tendance à le penser. Oh, il n'y a pas des pauvres personnes qui sont envoûtées, encloutées avec la photo par correspondance, là Non, j'en ai vu beaucoup. Hein. À Paris, j'en ai vu. Ils le croient, mais simplement, c'est ça. C'est oui, eux-mêmes qui... J'ai vu... C'est de la paranoïa, c'est ça? Ouais, j'ai vu des gens malheureux. Après le film, donc je vous ai parlé du Berry, mais j'ai vu beaucoup de lettres de gens qui vivaient à Paris. De femmes, beaucoup de femmes. Où j'allais les interviewer parce que je pensais, moi, au bouquin qu'on allait faire. Donc on cherchait... je pensais que vous pensiez à la drague. Non, on cherchait avec Alfonsi, on cherchait... Le témoignage. Oui, mais on cherchait quel sens donner à ce livre et quelle direction prendre, quoi. Après, on s'est fixé dans le Berry, c'est autre chose. Donc j'ai vu beaucoup de femmes qui me recevaient chez elles, qui me parlaient 2-3 heures, et à qui je posais des questions, bien sûr, hein, que j'enregistrais quand elles me le permettaient, et qui, à la fin, me demandaient combien je vous dois. Bon, mais ça, c'est quand même le sens d'un... elles avaient besoin de parler. Voilà. Elles étaient même prêtes à payer pour parler. Pour raconter leur malheur que personne ne pourrait croire. Voilà, exactement. Exactement. Alors, j'insiste sur la sorcellerie. Si on n'y croit pas, ça n'existe pas. On est d'accord. Ah, moi, je crois, oui. Le coup de soigner des animaux, voire tout un bataillon de vaches, c'est juste le hasard. Pour moi, oui. Enfin, le hasard et la méchanceté aussi, parce que quand on veut... on peut leur faire tomber malade. On peut empoisonner les moutons. Rapidement, mais pour guérir derrière, c'est délicat. On peut les rendre fous. Non, par contre, ce que je reconnais, c'est que des gens ont pu profiter de leur habileté, par exemple, en manipulation. Je pense aux rebouteux, par exemple. Quelques connaissances avec les plantes aussi? Oui, bien sûr. Non, il y a des gens comme ça qui ont pu profiter de ça pour, non pas abuser, mais soigner des gens. Se monter du col, avoir plus de pouvoir dans la cité. Exactement. Ouais. Et puis il y en a qui sont très impressionnants. Enfin, des rebouteux, il y en a qui sont très impressionnants. Alors, moi, je reconnais leur habileté dans les mains, qui est assez étonnante. Hein. C'est un bon chiropracteur, c'est ça? Oui, non, mais j'ai connu un vieux là qui était pratiquement le manipulateur de l'équipe de football de Châteauroux et qui un jour s'est cassé la figure tout seul dans la forêt. Il s'est remis, il a rebooté ses os lui-même. Ouais. Donc c'est un savoir ancestral qui devrait... Oui, mais alors ce qui me fait... Moi, je le reconnais, ce savoir. D'ailleurs, sa petite fille est devenue kiné. Comme par hasard, oui. Voilà, mais il ne faut pas mettre le diable dessus. Voilà. Mais par contre, quand il m'explique, ah oui, si j'ai ce don, c'est parce que mon oncle au XVIIe siècle a rebâti une croix qui avait été détruite par les reîtres. En plus. Ah oui, je savais, hein, par les reîtres. Bon, ça me fait un peu rigoler, quoi. Oui, ça, folklore. Voilà. Bon, d'accord. Merci de cette précision sur ce livre, donc sorti aux éditions de Boré, L'œil du sorcier, réédité, puisque ça date de 73. Donc, en gros, l'envoûtement est juste psychologique et lié à notre imagination. C'est ce que j'ai tendance à croire, moi. Vous. Moi qui suis allé sur le terrain quand même, donc j'ai quelques petites compétences. Toutes petites, mais une petite compétence. Donc si j'avance un peu plus, c'est lié à la bêtise humaine, à la bêtise et la méchanceté humaine peut-être? La méchanceté, moi je crois. Moi je suis plutôt du côté des victimes.
Ah, ah. Remarquez, c'est écrit dans votre livre, et vous n'avez pas tort. Un des points, parce que c'est un sac de nœuds la sorcellerie, il y a plein de trucs qui se mélangent, hein. Mais un des points positifs de la sorcellerie, c'est que ça évite, entre guillemets, le passage à l'acte. C'est-à-dire Exactement. qu'au lieu de tuer son Exactement. voisin, on va aller voir un sorcier qui va faire du gnon-gnon-gnon, et Ouais. puis bon, s'il attrape un rhume, on se dit, ah, bien fait pour lui, c'est ça. Oui, c'est un effet apaisant dans les sociétés comme ça un peu archaïques, ce qui n'est pas péjoratif, mais effectivement, parce qu'on se dit, ben, on est malheureux et on trouve une explication à son malheur. Et ça, c'est plutôt positif. Et oui. Et on peut décharger sa haine comme ça. Voilà. Ou s'auto-guérir en ayant confiance envers... Ou on allant voir le curé qui vous en fout un grand coup sur la tronche. d'eau bénite, de sel béni, et on y va. Merci beaucoup, Patrick Pénaud. Je vous en prie. Et puis alors, très bientôt un autre livre, un autre tome, j'espère. Oui, bah, je sais pas. Est-ce que la sorcellerie, j'ai donné quand même? Eh ben, tomber dans les extraterrestres. Non, non.